Momotaro. Il était une fois un grand-père et une grand-mère qui vivaient dans la montagne. Tous les jours, le grand-père allait ramasser du petit bois, tandis que la grand-mère allait à la rivière laver le linge. Un jour, alors qu'elle faisait la lessive, une grosse pêche descendant la rivière flotta jusqu'à elle. Voyant ce beau fruit, la grand-mère pensa que son mari serait content de le manger, ramassa la pêche et l'emporta chez elle. Quand le grand-père rentra déjeuner et vit la pêche si appétissante, il fut très content. La grand-mère coupa la pêche en deux avec un grand couteau et, quelle surprise! Un joli petit garçon se trouvait à l'intérieur. Le grand-père et la grand-mère n'avaient pas d'enfant et ils remercièrent la Providence de leur avoir envoyé ce petit garçon. Comme il était né dans une pêche, ils décidèrent de l'appeler Momotaro, ce qui signifie l'enfant né dans une pêche. La grand-mère prépara un repas et fit manger l'enfant. Il mangeait voracement et grandissait à vue d'œil. Le grand-père et la grand-mère étaient bien surpris. Momotaro devint bien vite grand et fort. Cependant, aussi grand et fort qu'il fut, Momotaro était paresseux. Il passait ses journées à dormir et à manger. Les autres jeunes du village allaient à la montagne ramasser des fagots, et seul Momotaro ne faisait rien. Le grand-père et la grand-mère se faisaient bien du souci, et ils demandèrent aux jeunes gens d'inviter Momotaro à aller avec eux travailler. Ils vinrent donc inviter Momotaro. « Momotaro, si tu venais avec nous ramasser des fagots dans la montagne !» Mais celui-ci répondit « Je n'ai pas de hotte pour porter le bois, je ne peux pas aller avec vous. » Le jour suivant, ils revinrent inviter Momotaro. « Momotaro, si tu venais avec nous ramasser des fagots dans la montagne !» Mais celui-ci répondit « Je n'ai pas de sandales, je ne peux pas aller avec vous. » La grand-mère se fâcha devant tant de paresse, et le jour suivant, Momotaro alla avec les jeunes gens du village ramasser des fagots dans la montagne. Pendant que tous ramassaient des fagots, Momotaro fit la sieste. Quand ils eurent fini leur travail, les jeunes gens décidèrent de rentrer au village. Momotaro, s'éveillant, leur dit « Je ramasse un peu de bois et je rentre avec vous. » Mais ils lui rétorquèrent « Si tu commences maintenant, nous allons rentrer trop tard. » Faisant la sourde oreille, Momotaro se dirigea vers un arbre énorme et le prenant par le tronc, le déracina. Les garçons n'en croyaient pas leurs yeux. Le grand et fort Momotaro chargea l'arbre sur son épaule, les jeunes gens leurs fagots sur leur dos, et tous rentrèrent au village. Quand ils arrivèrent, le grand-père et la grand-mère furent bien étonnés de voir Momotaro porter un arbre aussi lourd, comme s'il n'était qu'une simple brindille. Cet exploit parvint aux oreilles du seigneur, qui désira rencontrer Momotaro. Il lui parla ainsi. « Depuis fort longtemps, une bande de vilains brigands maltraite mes paysans et rançonne les villages. Si tu es si fort qu'on le dit, punis-les et reviens. » Momotaro partit donc pour l'île des brigands. Le grand-père et la grand-mère confectionnèrent des gâteaux de millet et les donnèrent à Momotaro pour le voyage. Chemin faisant, celui-ci rencontra un chien. « Momotaro, où vas-tu ainsi ?» lui demanda le chien. « À l'île des brigands, les punir. »« Et qu'y a-t-il dans ton baluchon ?»« Les meilleurs gâteaux de millet du Japon. »« Donne-m'en un et j'irai avec toi, lui proposa le chien.
Momotaro lui donna un gâteau et ils continuèrent le voyage ensemble. Ils rencontrèrent ensuite un singe. « Momotaro, où vas-tu ainsi ?» lui demanda le singe. « À l'île des brigands, les punir. »« Et qu'y a-t-il dans ton baluchon ?»« Les meilleurs gâteaux de millet du Japon. »« Donne-moi un, et j'irai avec toi, » lui proposa le singe. Momotaro lui donna un gâteau et tous trois continuèrent leur voyage ensemble. Un faisan vint en volant à leur rencontre. « Momotaro, où vas-tu ainsi ?» lui demanda le faisan. « À l'île des brigands, les punir. »« Et qu'y a-t-il dans ton baluchon ?»« Les meilleurs gâteaux de millet du Japon. »« Donne-moi un, et j'irai avec toi, » lui proposa le faisan. Momotaro lui donna un gâteau. Momotaro, le chien, le singe et le faisan partirent ensemble en bateau pour l'île des brigands. Mais ils avaient beau naviguer toute voile dehors, ils n'apercevaient rien à l'horizon. Le faisan s'élança alors dans le ciel et, ayant repéré l'île, leur indiqua la direction. Ils accostèrent enfin. Sur l'île se trouvait un grand château dont la porte était fermée. Le singe grimpa lestement par-dessus et ouvrit de l'intérieur. Momotaro entra alors et s'adressa au vilain brigand qui ripaillait. « Je suis Momotaro et je suis venu vous punir de vos mauvaises actions. » Les brigands se moquèrent de lui. Mais le chien s'élança et les mordit. Momotaro, dégainant son sabre, les combattit. Momotaro et ses compagnons, qui avaient mangé les meilleurs gâteaux de millet du Japon, étaient invincibles et n'avaient peur de rien. Aussi, les brigands demandèrent-ils grâce. « Nous ne serons plus jamais méchants, épargne-nous !» Les brigands, vaincus par Momotaro, lui remirent les trésors qu'ils possédaient. Et Momotaro et ses compagnons, qui grâce aux meilleurs gâteaux de millet du Japon avaient vaincu et puni les bandits, rentrèrent chez eux avec ces trésors. Le grand-père et la grand-mère, qui se faisaient bien du souci pour Momotaro, l'accueillirent avec une grande joie. Ils vécurent ensemble longtemps et furent très heureux. Issum Boshi. Il était une fois un grand-père et une grand-mère. Ils n'avaient pas d'enfants et cela les rendait bien tristes. Aussi priaient-ils les dieux de leur en donner un. « Même s'il n'est pas plus grand qu'un doigt de la main, nous aimerions tant avoir un enfant. » Et un jour, ils eurent un bébé. En effet, pas plus grand qu'un doigt de la main.
Le grand-père et la grand-mère étaient heureux de voir leur souhait exaucé. Ils désiraient tellement avoir un enfant. Comme le petit garçon n'était pas plus haut qu'un doigt de la main, ils l'appelèrent Isumboshi, ce qui veut dire tout petit, minuscule, et l'élevèrent et le choyèrent. Les années passèrent, mais Isumboshi ne grandissait pas. À 3 ans, il était toujours aussi petit. À 5 ans aussi. Et à 10 ans, il avait toujours la même taille qu'à sa naissance, la taille d'un doigt de la main. Cela causait bien du souci au grand-père et à la grand-mère, et ils avaient beau s'occuper de lui, de leur mieux, le faire manger, tant et plus. Isumboshi ne grandissait pas d'1 centimètre. Isumboshi était si petit qu'il ne pouvait pas aider la grand-mère à la maison. Et quand il allait travailler au champ avec le grand-père, il ne pouvait porter qu'un brin d'herbe à la fois. Isumboshi était habile au chant et à la danse, mais il ne pouvait pas aider au travail à cause de sa petite taille, et cela l'attristait. De plus, les enfants du village se moquaient sans cesse de lui, et l'appelaient le nain, le nabot. Tout cela rendait Isumboshi fort triste, et il décida de partir en voyage. Il dit au grand-père et à la grand-mère « J'ai décidé de partir à la capitale pour y trouver du travail. » Le grand-père et la grand-mère étaient bien tristes de se séparer d'Isumboshi, mais ils lui donnèrent un bol, une baguette et une aiguille et lui souhaitèrent bonne chance. Le petit garçon se coiffa du bol comme d'un parapluie, mit l'aiguille à sa ceinture en guise de sabre et s'appuyant sur la baguette à la façon d'une canne, prit le départ. Il marcha, mais la capitale était loin et le chemin encore bien long. En cours de route, il rencontra une fourmi et lui demanda si la ville était encore loin. La fourmi lui dit « Coupe en diagonale par le pré de pissenlit, traverse le champ de prêle et suis la rivière. » Isumboshi la remercia et marcha au milieu des pissenlits, puis des prêles, jusqu'à ce qu'il arrive à la rivière. Là, le bol qui lui tenait lieu de parapluie devint un bateau, la baguette une perche, et Isumboshi s'embarqua sur la rivière, ramant vigoureusement. Enfin, il arriva auprès d'un grand pont, sur lequel passaient beaucoup de gens. Voyant cette foule, Isumboshi se dit « Je suis arrivé à la capitale » et il descendit de bateau. La capitale était une grande ville, très peuplée, et partout il y avait des gens qui marchaient d'un air affairé. Pour le tout petit Isumboshi, c'était un lieu dangereux. Il risquait de se faire piétiner par les gens qui ne le voyaient pas. Aussi se dit-il « Prenons garde à ne pas se faire écraser » et se dirigea vers des rues plus calmes. Il marcha au hasard et se trouva bientôt devant une magnifique résidence. C'était la résidence d'un puissant seigneur. Isumboshi s'avança jusqu'à l'entrée et appela « Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un » Un homme vint voir qui appelait, mais ne voyant pas le minuscule Isumboshi, il grommela « J'ai cru entendre appeler, mais il n'y a personne. » Et il allait repartir quand il entendit de nouveau appeler « Je suis là, à côté des chaussures !» L'homme regarda vers les chaussures qui étaient posées devant la porte et aperçut enfin Isumboshi. Jamais de sa vie il n'avait vu un être aussi petit. Il se pencha, ramassa le minuscule enfant, le posa sur sa main, l'examina avec curiosité et l'emmena dans les appartements de la princesse. Là, Isumboshi dansa et chanta, et il était tellement gracieux que tout le monde fut enchanté. La princesse fut particulièrement charmée par cet enfant,
pas plus haut qu'un doigt de la main, et souhaita qu'il demeurât à ses côtés. Issum-Boshi resta donc à la résidence du seigneur et aidait la princesse. Si elle lisait, il tournait les pages du livre. Si elle faisait de la calligraphie, il préparait l'encre. Il s'entraînait également au maniement des armes avec l'aiguille qui lui tenait lieu de sabre. Il vivait ainsi aux côtés de la princesse qui ne manquait jamais de l'emmener lorsqu'elle sortait se promener. Un jour, que la princesse était allée prier au temple Kiyomitsu, et alors qu'elle revenait vers son palais, un bandit de grand chemin se précipita sur elle et tenta de l'enlever. Mais Insubonshi, qui accompagnait la princesse, dit de sa plus grosse voix: « Arrière! Moi, Issumboshi, je suis là! Prends garde à toi, bandit !» Le bandit, apercevant le minuscule Issumboshi, éclata de rire. Que peut donc une fourmi comme toi? Avortons, lui dit-il méchamment, et il goba le pauvre Issumboshi comme une mouche. Mais Issumboshi, plein de courage, donnait des coups avec son aiguille dans l'estomac du bandit et remontait le long de sa gorge, le piquant de toutes ses forces. Le méchant se tordait de douleur et criait: « Aïe, aïe !» Mais Issumboshi continuait de plus belle et sortit d'un bond par les narines du bandit qui s'enfuit en courant. La princesse ramassa alors un objet que le bandit avait abandonné en prenant la fuite. C'était un maillet magique. Elle expliqua à Issumboshi: « Ceci est un maillet magique, un trésor. Il suffit de le secouer en faisant un vœu, et celui-ci sera exaucé. » La princesse était reconnaissante à Issumboshi de l'avoir sauvée. Aussi lui demanda-t-elle: « Que souhaites-tu » Le minuscule Issumboshi, pas plus grand qu'un doigt de la main, répondit immédiatement: « Mon souhait est de devenir grand. » La princesse agita donc doucement le maillet magique devant Issumboshi, tout en prononçant ces paroles: « Grandis, grandis, que le petit Issumboshi devienne grand, grand. » Et il grandissait à vue d'œil. Bientôt la princesse eut devant elle un charmant jeune homme. Le seigneur se réjouit en apprenant les exploits d'Issumboshi et sa métamorphose, et lui donna la princesse en mariage. Le grand-père et la grand-mère vinrent les rejoindre à la capitale, et tous vécurent heureux.
l'Ayamamba. Taro, c'était un jeune homme, un orphelin, mais ses parents lui avaient laissé une petite maison dans un village qu'ils habitaient tout en haut d'une montagne. Il avait aussi un cheval. Il était jeune, fort, et grâce à ce cheval, il descendait chaque semaine tout en bas de la montagne, au bord de la mer, jusqu'au village de pêche, et comme ça, il rapportait pour ses voisins, les villageois, toutes les provisions de poissons et de sel qu'il aurait été nécessaire pour survivre. Il avait l'habitude, sur le chemin du retour, de s'arrêter à mi-hauteur, à côté d'une source, et là, il laissait son cheval paître. Il préparait un feu, mettait 2 poissons à cuire au-dessus de la braise et se préparait de la soupe. Et un jour, juste comme il terminait ses préparatifs, il aperçoit un garçon, un gros garçon. Il est très étonné, il ne l'a jamais vu dans les environs auparavant. Depuis le temps qu'il habite là, depuis toujours, il connaît tout le monde. Il est encore plus étonné quand le gros garçon s'approche de lui et avec un regard suppliant, il lui dit « S'il te plaît, donne-moi à manger, s'il te plaît, j'ai faim, s'il te plaît. » Taro dit « Attends, bien sûr, je vais te donner à manger. J'ai préparé quelque chose là, on va partager. » Et il invite le gros garçon à s'asseoir en face de lui. Il lui donne un bol de soupe, il prend la sienne et, tout occupé à manger, quand il relève les yeux, à ce moment-là, il s'aperçoit que non seulement le gros garçon a terminé sa soupe, mais en plus, il a dévoré les 2 poissons qu'il avait mis à griller. Alors là, quand même, je lui offre l'hospitalité, lui, il ne demande même pas, il mange mes poissons. Il est presque fâché. Quand il se dit « Ah, sûrement, il devait avoir trop faim. Il avait trop faim et il n'a pas pu s'empêcher. Bon, c'est pas grave. Moi, arrivé chez moi, je peux me mettre d'autres poissons à cuire. » Et il décide de refaire son paquetage. Il va chercher son cheval pour le rebattre avec les poissons et le sel qui sont là, à côté du feu. Il le rattrape en lisière de forêt par la bribe et juste comme il va retourner vers le feu, à ce moment-là, ses cheveux se dressent sur sa tête et voilà à la place du gros garçon une espèce de femme et horrible avec des oreilles qui lui pendent sur les épaules. À la place des yeux, il voit des espèces de boules de feu et il a une langue sanguinolente qui sort par une bouche énorme. Et la femme est en train de s'empiffrer avec les poissons qu'il avait laissés là, puis avec le sel, et là, il comprend à qui il a affaire. C'est l'Ayamamba, la dévoreuse d'hommes, celle dont il a entendu parler. Jamais il ne l'avait vue, et il est certain, il n'y a aucun doute possible. Dès qu'il comprend, il monte sur le dos de son cheval, et à ce moment-là, l'Ayamamba l'aperçoit. Et avec un rire mauvais, elle se précipite vers lui. Il donne des coups de pied pour mettre son cheval au galop, mais déjà, il est trop tard. L'Ayamamba a déjà attrapé la queue du cheval. Elle a déjà attrapé la jambe du cheval. Et quand il se retourne, c'est pour voir qu'elle est en train de commencer à dévorer son cheval. Alors là, il se laisse glisser jusqu'à terre. Il prend ses jambes à son cou et il court, le plus vite possible, jusqu'à ce qu'il aperçoive un étang avec un arbre juste au bord. Et là, il monte à l'arbre. Respire. Il commence à souffler. Il se repose. Il l'a échappé belle. Il se remet doucement de ses émotions quand tout à coup, il entend une voix qui fait « c'est trop salé, bah. Jamais, jamais j'aurais dû manger ce sel. » Et puis,
Quel dommage que ce garçon m'ait échappé. Ah, ça aurait fait un beau dessert, oui. Oh, quel dommage qu'il m'ait échappé. Tiens, de l'eau, de l'eau, vite, 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 j'ai soif. Et elle se penche au-dessus de l'eau. Et à ce moment-là, elle aperçoit l'image de Tarot dans l'arbre, là-haut. Et elle dit, ah, te voilà, toi. Attends, attends que je t'attrape. Tiens. Et elle plonge les mains dans l'eau. Et à ce moment-là, Tarot, il comprend que l'Ayamamba, elle est aussi bête que méchante. Et il ne peut pas s'empêcher. Il éclate de rire. Et l'Ayamamba l'entend. À ce moment-là, elle tourne la tête, elle regarde, elle l'aperçoit là-haut. Et elle lui dit, ah, t'es là, toi, espèce de vaurien, hein? Ah, je t'attraperai bien, va. Tu peux rire. Euh, Dis-moi seulement, comment t'es monté là-haut, hein? Et puis Tarot lui dit, oh, ben c'est pas difficile. Tu vois la branche morte là, au pied de l'arbre. Tu l'attrapes, tu te hisses, et puis voilà. Ah, l'Ayamamba, elle se précipite sur l'arbre et attrape la branche morte et vient pour se hisser. Mais évidemment, la branche casse. L'Ayamamba tombe dans l'eau. Ça fait scrouch. Et à ce moment-là, Tarot, il en profite pour se laisser glisser de l'arbre. Et une fois à terre, il prend ses jambes à son cou et il court, 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 court. Et bientôt, il aperçoit une maison. Il y a de la fumée qui sort par la cheminée. Il se précipite à l'intérieur. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Personne? Il n'y a personne. Bon, alors il s'assied, se dit qu'il va attendre sagement les propriétaires auprès du feu. Il sera bien rassuré quand ils arriveront. Et il commence à souffler, se détend un peu, quand tout à coup, dehors, il entend une voix qu'il connaît bien. Et ça fait ha 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 ha. Il m'a encore échappé, hein, celui-là. Ah, mais bon, c'est pas grave, de toute manière, je le retrouverai bien. Je le retrouverai bien, un jour ou l'autre. Et quand il entend ça, il grimpe sur la poutre qui est là, au plafond. Heureusement, à peine il est installé là-haut que l'Ayamamba entre dans la cabane. Et elle fait oh, puisque j'ai été privée de ce dessert, ben, je vais me faire des galettes de riz, tiens. Et elle tire sur un saladier qui est plein de riz rouge. Et elle en prépare une boule dans sa main qu'elle met à rouler devant elle, sur la table. Et la boule rouge bouge et roule. Et plaque, elle l'aplatit. Et elle la met dans une poêle. Puis elle en prépare une deuxième, une boule rouge qui bouge et roule sur la table. Et paf, dans la poêle. Et une troisième boule qui bouge et roule jusque dans la poêle. Et elle place ça au-dessus du feu. Ça commence à cuire. Chut, chut. Hé, ça sent bon. Et l'Ayamamba, elle se dit, hé, oh, je vais me régaler. Tiens, je vais me régaler. Je suis un peu fatiguée. Elle a couru. Alors elle est fatiguée. Elle s'assied à côté du feu, à côté de la chaleur, là. Mais bientôt, elle finit par s'endormir.
Taro, il n'ose plus bouger. Sur sa poutre, il la regarde. Il voit son énorme ventre qui se gonfle et se dégonfle, qui se gonfle et se dégonfle au rythme de sa respiration. Et bientôt, il y a une odeur qui vient lui chatouiller les narines. Ce sont les galettes en train de cuire. Et comme il aperçoit une petite tige de bambou qui est là, posée sur la poutre, fort à propos, il l'attrape et allait savoir ce qui lui passe par la tête. Il descend la baguette de bambou dans la poêle. Il pique la galette et hop, il la remonte. Il la met dans sa bouche. C'est bon. Et comme l'Ayamamba dort toujours, il reglisse sa tige tout doucement, pique la galette et la remonte. Il la met dans sa bouche, il la mange. C'est toujours bon. Alors il se dit qu'il ne va pas laisser une galette toute seule dans la poêle. Il redescend la tige et paf, il pique et hop, il la mange. Et juste comme il termine de croquer la dernière galette, à ce moment-là, l'Ayamamba, elle se réveille et elle fait je croyais pourtant que j'avais fait cuire des galettes. J'ai dû rêver, j'ai rêvé, je perds la boule, moi. Bon, c'est pas grave, je vais en préparer d'autres avec moi. Et à nouveau, elle prend le saladier, elle attrape du riz, fait une boule qu'elle fait rouler sur la table. Boule rouge qui bouge et roule. Et plouc, la met dans la poêle. Puis une deuxième et la troisième qu'elle met au-dessus de la flamme. Et à nouveau, ça cuit. Et ça sent bon. L'Ayamamba, à nouveau, s'installe près du feu et... Taro, maintenant qu'il a pris un peu l'habitude, pourquoi pas ne pas continuer? Oui, il descend la tige, pique la galette, il la mange, puis la deuxième, et hop, et la troisième. Et juste comme il termine la troisième, l'Ayamamba, elle se réveille, elle fait qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, mes galettes. J'ai pourtant fait cuire des galettes. Ah là 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 là, je suis certaine que je n'ai pas rêvé. Mais non, je n'ai pas rêvé. Mais ça sent encore la galette. Mais alors, si ça sent la galette, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ah! Ah oui, je sais. C'est Finjuruku, le dieu des gourmands. Ah oui. Vous savez, il descend dans les maisons dès que ça sent bon. Il cherche tout ce qu'il peut trouver à manger. Finjuruku, est-ce que c'est toi qui as mangé mes galettes? Et à ce moment-là, Taro, sur la poutre, il fait « Oui, c'est moi !» Je savais. Je savais. Oh, bon, tant pis. Je vais me coucher. Tiens. Oh, Finjuruku, est-ce que j'ai le droit de me coucher sur la poutre là-haut ou bien dans le chaudron? Qu'est-ce qui serait le mieux? Et à ce moment-là, Taro lui répond: tu n'as qu'à te coucher dans le chaudron, c'est beaucoup plus confortable. Il est gentil avec moi. Oh, il prend soin de moi. Oh, hop! Elle s'installe dans le chaudron et quand elle est bien installée, à ce moment-là, Taro, il attend
qu'elle soit endormie. Et il descend de la poutre. Il s'approche d'elle. Et là, il prend une bûche. Il la met sous le chaudron. Et à ce moment-là, il ne fait pas attention. Il tape le chaudron. L'Ayamamba se réveille. Elle ouvre un œil et elle fait « Ah, mais t'as pas fini un peu, toi, le coq, hein ?» Et elle se rendort. À ce moment-là, il prend une deuxième bûche. Il l'approche et « Oh !» cogne encore le chaudron. L'Ayamamba « Ah, ah, mais tu vas me laisser dormir, oui, espèce d'idiote coq !» Alors, il attrape le couvercle du chaudron. Il le pose sur le chaudron, puis « Hé !» Elle n'a plus rien dit du tout. L'Ayamamba, parce que à ce moment-là, elle a cuit tout doucement, à petit feu, tout doux, tout doux, tout doux. Et au bout d'un moment, lui, il a soulevé le couvercle. Ah! Il a vu qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle. Il est sorti. Comme il allait s'en aller, il s'est rappelé qu'il n'avait plus de cheval. Eh oui, oh, il s'est dit que ce n'était pas grave. Il avait débarrassé la région de l'Ayamamba. Il était fier de lui. Et comme il allait se mettre en route, il a aperçu des os partout qui traînaient autour de la maison. Et c'étaient certainement les os des pauvres gens, des pauvres bêtes que l'Ayamamba avait dévorées pendant son horrible vie. Et il s'est dit qu'il ne pouvait pas les laisser comme ça. Alors, il est allé fouiller dans les affaires de l'Ayamamba et bientôt, il a trouvé une pelle, une pioche. Il est ressorti, il a creusé un trou et il a disposé tous les os pour leur donner une sépulture décente. Il a tout recouvert avec de la terre et juste comme il jetait la dernière pelletée, à ce moment-là, il aperçut quelque chose, une cruche. Il a regardé à l'intérieur et là, il a vu de l'or. Il a rapporté cette cruche à la maison. Ses voisins ont été très heureux toute leur vie et lui aussi. Et cric, crac, mon conte est fini.